Bienvenue au podcast du coup l'éveil des consciences. C'est un podcast en fait qui a pour but d'aller chercher des personnes, des personnes inspirantes qui portent des projets, des travaux qui ont pour but d'être plus à même avec soi, avec les autres et du coup avec l'environnement, le monde. Donc aujourd'hui, on accueille Catherine Emlé-Périssol. Bonjour. Bonjour. Elle va nous parler d'un travail, d'un projet qui lui est cher, qui est la logique émotionnelle. Voilà, donc je vais la laisser se présenter en quelques mots, qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle porte aujourd'hui pour le podcast L'éveil des consciences. Bonjour Catherine et bienvenue. Bonjour Charles, merci de votre accueil, merci de me donner l'occasion de raconter, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais raconter ce beau regard qui consiste à voir dans nos émotions, non pas un problème à gérer, mais au contraire l'expression de solutions qu'incarne notre corps et notre esprit dans des environnements et surtout évidemment dans des environnements changeants, ce qui est évidemment le cas encore plus en ce moment, et comment nous pouvons, en comprenant ce processus, en comprenant ce mouvement, eh bien, apprendre, parce que ça s'apprend, à être en phase avec l'évolution et les bouleversements actuels. Donc moi, je m'appelle Catherine Emlé-Périssol, j'ai 69 ans, j'ai commencé mon activité professionnelle en devenant médecin, ce qui était déjà quelque chose d'assez énorme pour moi, parce que je viens d'une éducation beaucoup plus littéraire, et j'ai une véritable passion pour les livres et la philosophie, et néanmoins une passion évidente pour arriver à comprendre ce que c'est qu'un être humain, et notamment à comprendre comment les êtres humains qui sont tellement, voilà, donc j'en suis une, donc c'est tellement important de se connaître et en même temps de voir à travers l'histoire ou à travers notre quotidien comment ces êtres humains peuvent se comporter d'une façon tellement terrible, tellement violente. Et donc la question du mal est quelque chose, du mal et du mensonge, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup occupé, préoccupé la jeune fille que j'étais. Et je suis allée chercher curieusement des réponses du côté de la médecine, c'est-à-dire du côté de mais comment ça fonctionne dans sa chair un être humain. Et je suis allée chercher des réponses du côté de la fac de médecine. Donc, je n'ai pas été complètement satisfaite de ce côté-là, mais j'ai appris tellement de choses et j'ai surtout appris à être à l'écoute avec la souffrance en travaillant évidemment, comme tous les jeunes médecins, à l'hôpital. Donc, j'ai été médecin généraliste. Après, je suis allée du côté de plus d'écoute avec l'homéopathie et une connaissance différente de l'approche des pathologies. Je me suis intéressée aussi à l'alimentation, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le corps, et évidemment aussi à l'émotion, à tout ce qui génère des comportements émotionnels, des comportements défensifs. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des ouvrages formidables d'un homme formidable qui s'appelait Henri Laborie, et qui, à travers ces deux ouvrages, La Nouvelle Grille, L'éloge de la fuite et bien d'autres, m'a ouvert véritablement un horizon de compréhension et qui m'a confirmé dans le fait que j'avais bien eu raison d'aller chercher du côté de la biologie l'étude et la compréhension des comportements, puisque à travers ses conférences et ses livres, Laborie nous a donné à entendre d'une façon très claire que nos comportements sont d'origine biologique. Nos comportements sont biologiques. Et donc, à partir de là, ça allait vraiment dans le sens, non pas de la psychologie d'un moi blessé avec des parents qui avaient été comme ci, comme ça, qui fait que nous sommes blessés, mais du côté de, tiens, comment est-ce que nous agissons, puisqu'il disait qu'un cerveau, c'est fait pour agir, comment nous agissons dans des contextes qui sont des contextes culturels et des contextes matériels, complexes, changeants, et quelles ressources nous trouvons. Et parmi ces ressources, sont nommément mises en valeur des comportements défensifs qui font que mentir, fuir, ça devient un comportement qui a vocation à répondre
à un besoin d'existence, donc à la survie, que la colère, la lutte, c'est aussi un comportement qui a vocation à répondre à la survie, que s'inhiber, se replier sur soi, c'est aussi un comportement défensif, et que la joie, alors il y a la joie immédiate et puis la joie sur le long terme, sont aussi des comportements biologiques, et que si nous ne comprenons pas, si nous ne prenons pas en compte cette dimension biologique, eh bien nous en sommes, je vais employer un terme extrême, réduits à une approche psychologique, et ce n'est pas suffisant pour véritablement proposer des alternatives, proposer d'enrichir finalement notre vocabulaire existentiel et d'agir dans la conscience de ces causes qui sont des causes très originelles de notre existence. Et je dois dire que ça a été pour moi une révélation que de découvrir ces processus. Et là-dessus, j'ai décidé de devenir thérapeute. Donc, j'ai travaillé sur les concepts de Laborit. On a été un petit groupe de travail. Entre-temps, j'avais été merveilleusement accompagnée par un analyste jungien, mais qui était tellement plus, comment dirais-je, c'était un monsieur plus âgé, et donc qui m'a ouvert aussi un autre horizon, qui s'est passionné aussi pour ce que je lui racontais de Laborit. Enfin, vraiment, ça a été formidable. J'ai décidé de devenir thérapeute, et depuis plus de 30 ans, j'étudie ce phénomène qui me donne la possibilité de rencontrer ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences, et combien ces neurosciences, avec des grands noms, petit à petit révèlent effectivement cette dimension biologique nichée dans nos émotions, dans nos comportements réactifs. Et voilà, je suis thérapeute, je travaille à Paris, j'ai écrit des tas de livres, enfin des livres, dont le premier s'appelait « Comment apprivoiser son crocodile ». Il y en a eu d'autres depuis. Le dernier s'appelle « Ma Bible des émotions ». Certains que j'ai écrits seul, d'autres que j'ai coécrits avec soit des proches, soit ma fille aînée, qui est journaliste. Et aujourd'hui, j'ai créé une petite boîte de formation pour transmettre ces éléments. Et cette structure, aujourd'hui, est devenue une structure associative dans laquelle les gens que j'ai formés, nous coopérons pour développer la transmission de cette approche. Voilà, en quelques mots. En tout cas, merci pour cette agréable présentation. Donc, effectivement, le support de l'intervention d'aujourd'hui, c'est ce livre, Ma Bible des émotions, qui est un peu une synthèse de vos travaux depuis toutes ces années, que vous avez coécrit avec votre fille Aurore. Et donc, voilà. Donc, c'est notre support aujourd'hui pour l'échange. Donc moi j'aimerais vous poser, donc vous avez parlé de la réalité biologique, organique de l'émotion, inscrit en nous avec des structures qui sont là et qui font jouer tout ça. Est-ce que vous pourriez du coup définir en fait ce qu'est une émotion, d'abord on va dire d'un point de vue étymologique, puis ensuite sur le point de vue biologique organique, et nous parler et présenter brièvement les 4 émotions primaires dont vous parlez dans votre livre. Ces 4 émotions primaires, elles démarrent déjà dans une réactivité, comment dirais-je, corporelle très automatisée, puisque le système nerveux, le cerveau, le système nerveux, très lié avec le système hormonal, immunitaire, etc., cherche naturellement à prolonger l'existence. Et donc, pour prolonger l'existence, nous sommes outillés, je pourrais dire même armés, de modes réactifs que nous qualifions, mais après même que la réaction ait eu lieu dans le corps, nous les qualifions, c'est-à-dire nous les nommons. Et donc, ces 4 grands ressentis sont la peur, qui est vraiment, moi j'aime bien l'appeler l'émotion racine, parce que tout commence par des manifestations de peur qui nous signalent qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un danger intérieur, extérieur, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, ça, c'est le signal clé.
il y a un état d'équilibre. À un moment donné surgit la peur, le choc, la peur, et immédiatement, nous sommes en vigilance, nous sommes en réactivité. Et cette peur est naturellement suivie d'une pression intérieure à chercher à fuir, à échapper au danger, à échapper à la douleur. Et donc, c'est vraiment l'émotion rapide. Il y a la peur. Quand nous ne pouvons pas éviter, quand nous ne pouvons pas échapper, la bascule se fait sur un modèle de lutte. C'est-à-dire, si je ne peux pas fuir et partir, quitter l'état dans lequel je suis, à ce moment-là, je vais me confronter à la réalité, au danger, à la réalité, et passer en lutte, passer en agressivité, passer en contrôle, passer en pression, passer en rivalité même, et avec l'autre ou avec une situation. Et donc, la peur, la colère, la colère, c'est de la lutte. C'est-à-dire, je suis en rivalité, je suis en opposition, je suis en confrontation. Et pour ce faire, animé d'un état de colère. La colère, il y a beaucoup d'énergie dans la colère. Hein, donc, c'est vraiment très frontal. On sent bien. Autant la peur nous met en arrière, par où je pars, autant la lutte et la colère nous portent en avant. On voit bien, tout le corps est porté en avant, les yeux deviennent noirs, les traits se durcissent. Donc, il y a vraiment un mécanisme naturel dans la colère qui dit quelque chose de la survie. Et à défaut de pouvoir lutter, à défaut de pouvoir exprimer sa colère et exprimer son désaccord, eh bien, troisième ressource, se replier sur soi, faire le gentil jusqu'à faire le mort. Et on voit bien dans la nature, tous les animaux sont dotés de cette capacité à un moment donné, faire le mort et nous adapter malgré nous à une situation jusqu'à la subir. Et donc, c'est une troisième tonalité émotionnelle que l'on appelle la tristesse jusqu'à la dépression, mais qui est cette aptitude à survivre malgré un environnement qui n'est pas compatible avec la fuite ou avec la lutte, c'est-à-dire avec la peur éprouvée ou avec la colère. Et donc, peur, colère, tristesse. Et puis, évidemment, heureusement, une dynamique qui s'appelle la joie. Donc, la joie, nous en faisons une représentation de sourire, de gaieté, de légèreté, etc. La joie, c'est pas du tout ça. La joie, c'est une vraie dynamique, une vraie pulsion de vie qui est une recherche de plaisir et qui peut à la fois, dans l'immédiat, être une façon de saisir des opportunités. Et donc, on parle volontiers de captation, c'est-à-dire autant dans la peur, je vais éviter, je vais fuir, autant dans la joie, je vais capter, prendre tout ce qui favorise la vie dans une espèce d'urgence à avoir de quoi satisfaire mon existence. Et la joie est cette impulsion d'une tonalité qui n'est pas simplement le bonheur, mais qui est surtout la possibilité d'avoir les moyens d'exister et de s'en donner les moyens et d'être, comme aujourd'hui on le dit, positif, j'ai envie de dire malgré tout, jusqu'au déni. Donc voilà, ces quatre tonalités, ou jusqu'à l'addiction. Donc ces quatre tonalités qui sont vraiment comme des gammes musicales. Et sur ces quatre tonalités, eh bien, nous pouvons jouer des partitions tout à fait singulières, tout à fait personnelles, avec des morceaux préférés, on va dire. C'est, je vais être plutôt dans le genre évitement, je vais être plutôt dans le genre contrôle, je vais être plutôt dans le genre consensus, je vais être plutôt dans le genre opportunité. Et c'est formidable de voir à l'œuvre, c'est vraiment un des grands bonheurs que j'ai dans le cadre de mon activité de thérapeute, d'écoutante, c'est de voir toutes ces tonalités à l'œuvre, se déployer, toutes ces capacités à répondre de notre existence à travers des colorations et des tonalités comme ça émotionnelles. Et c'est tellement vrai que l'étymologie, effectivement, nous donne à entendre que l'émotion vient du mot movere en latin. Donc, movere, c'est bouger, c'est comment dire, c'est manifester son être en mouvement, et ex, en dehors de.
Et donc, l'émotion nous dit quelque chose de notre aptitude, mais de notre élan vital à bouger à partir de et vers de l'existence. Et c'est très, très important parce que mieux nous comprenons ce processus émotionnel du « et movere », c'est-à-dire de vraiment bouger vers l'existence, plus nous pouvons considérer nos propres émotions, non pas dans une obsession de gestion, mais au contraire dans « tiens, mon émotion me dit quelque chose de mon désir d'exister ». Et évidemment, ça change radicalement le regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres qui portent évidemment le même processus. Très bien. Donc, pour résumer, donc les émotions sont en fait une information qui sont là pour nous dire il y a donc un besoin d'exister, un besoin de survivre, pour répondre donc soit au principe d'intégrité, donc ça c'est pour les émotions de la peur, la colère et la tristesse, soit pour répondre au principe de croissance, pardon. Ça c'est pour la joie, tout ça pour donc, ce message est là, si nous le comprenons, pour rétablir l'équilibre, l'homéostasie, du coup, et corporelle et psychique. Et en fait, moi, ma question, c'est tous ces individus, et moi-même dont je fais partie, quelle est la première étape pour essayer de prendre conscience du mécanisme de cette logique-là émotionnelle qui se joue à l'intérieur de nous. Parce que là, on parlait de ces émotions qui sont là pour répondre aux besoins d'exister. Des fois, on peut être dans le déni et de pas voir ce qui se joue et on adopte des comportements, enfin des automatismes de comportement, de pensée, de parole. Et on ne prête pas attention à ça. Et du coup, finalement, les situations se présentent au cours de notre vie et on réagit finalement tout le temps de la même manière. Comment, à un moment donné, se dire, ben, là, je veux être capable, j'ai besoin d'un outil pour regarder ce qui se passe à l'intérieur et essayer comment dire, parce que dans le livre, on comprend qu'il y a une part, vous avez dit, invariante, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Le système, il est là depuis des années, c'est ce qui nous permet de survivre, d'exister, donc il est là. Cette partie invariante est là, et en revanche, il y a ensuite l'émotivité, ce cerveau-esprit qui va, en fonction de nos expériences, de nos vécus, de nos croyances, de notre culture, venir teinter tout ça et faire que, en tant qu'individu, on va adopter certaines réponses de comportement, de pensée et de parole face aux situations. Comment l'individu pourrait prendre conscience de ça pour essayer de ensuite travailler et s'apaiser lui pour être du coup mieux avec lui, mieux avec les autres et mieux avec son environnement. Merci Charles de cette question parce qu'elle est évidemment fondamentale, elle est comment dire, première dans ce processus d'apaisement et de réconciliation avec soi. Alors, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, la vie est généreuse, c'est-à-dire que c'est bien malgré nous, très souvent, que le processus émotionnel lui-même est extrêmement intelligent et donc, lorsque nous sommes happés, on va dire, par un système émotionnel qui se traduit par des habitudes comportementales de défense et habitudes au point de je ne vois pas du tout ce que je peux faire d'autre que ce que je fais parce que c'est évident que ce que je fais, il n'y a que ça que je peux faire, eh bien, le système lui-même incarne le ressenti de peur, de colère, de tristesse ou d'excitation, de la joie. Il l'incarne au point de favoriser des symptômes physiques qu'on appelle des maladies. Vous connaissez le mot de Lacan, hein, la maladie, c'est du mal à dire. Ça, c'est la langue française qui permet de voir ce jeu de mots. Et donc, l'une des façons d'entrer, je veux dire malheureusement, mais le système est comme ça, une des façons d'entrer dans « tiens, il se passe quelque chose chez moi », c'est, comme disait un de mes amis médecins, le médecin généraliste avec lequel j'ai beaucoup appris, il disait un bon ulcère d'estomac, c'est quand même une bonne façon d'entrer en rapport enfin avec soi. Et donc, je ne sais pas s'il y a des bons ulcères d'estomac, mais il y a des grandes douleurs, des manifestations corporelles qu'on appelle des maladies à juste titre,
qui sont une façon d'entrer dans « il y a un truc qui ne va pas ». Et là, on ne peut plus se raconter l'histoire comme quoi ça va, tout va bien, je fais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, j'ai raison, ce sont les autres qui ne me comprennent pas, les parents ne m'ont pas transmis ce qu'il fallait, qui fait que du coup, c'est moi qui suis malheureux, etc. La maladie dit quelque chose de « non, là, il va falloir que je révise ma copie, je suis hors contexte, comme on dit, ou j'ai fait un hors-sujet, comme nos enseignants nous donnaient à entendre quand nous faisions des hors-sujets. Là, c'est au sens littéral du terme. Je suis hors sujet. Je suis hors du sujet que je suis. Et la maladie dit ça. Donc, une des façons d'entrer dans le « ah ouais, il y a un truc qui ne va pas, mon émotion, là, si je ne l'écoute pas, elle va se mettre à parler encore plus fort et de plus en plus fort, ce qui fait que je vais être de plus en plus malade ou de plus en plus en isolé ou de plus en plus agressif ou qui fait que mon environnement va en souffrir, etc. » La maladie est une des façons. L'autre façon, c'est une forme de curiosité, c'est-à-dire à travers, on va dire, des expériences qui se multiplient depuis 50 ans, que sont des expériences comme la méditation, comme l'expérience du yoga, comme tous les stages de bien-être, etc., qui favorisent ce qu'on peut appeler l'attention au soi ou l'attention à soi, mais l'attention au soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, ça peut donner des dérives au sens d'un moi, j'existe, mon existence, ma vie, mon œuvre, et tout le monde devrait être attentionné à ce moi. Bon, c'est juste une dérive, mais la bonne nouvelle, c'est que ça favorise aussi une attention à ses propres comportements, un questionnement vis-à-vis de ses habitudes. Et donc, il y a aussi cette porte d'entrée qui est quand même très favorisée par des médias, par, comment dirais-je, des podcasts, favorisés par d'installer sur son téléphone portable des temps de méditation, des temps. Et ça, c'est évidemment de plus en plus emprunté, et c'est une très, très bonne chose. Il y a de plus en plus de stages qui sont proposés. Donc, que ce soit par, je veux dire, une voie plus dure, c'est-à-dire vraiment un mal-être jusqu'à des symptômes corporels, que ce soit par une curiosité saine de « tiens, je vais aller regarder du côté de ma propre existence ». Et entre les deux, évidemment, il y a des tas de situations que nous sert encore une fois la vie courante, je sais pas, moi, vous vous inquiétez par un enfant et puis vous avez un médecin plein de bon sens qui vous dit, écoutez, certes, vous vous inquiétez pour votre enfant, mais enfin, c'est quand même vous qui êtes complètement stressé. Il se passe quoi là chez vous? Non, mais c'est mon enfant. Oui, dit le médecin. Enfin, c'est vous qui êtes stressé. Oui, mais c'est mon enfant. Non, c'est vous. Et donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire l'approche d'un environnement quotidien qui rappelle aux personnes l'importance de veiller sur leur propre existence et la qualité de leur existence. Pas simplement en mangeant bien, mais aussi en écoutant ce que nous disent justement ces émotions. Parce que quoi que nous nous racontions, le parent n'a pas peur pour son enfant, le parent a peur. Et donc, ça concerne le parent qui a peur. Oui, mais c'est mon enfant. Non, c'est votre peur à vous. Et donc, l'émotion parle de soi, définitivement de soi, en rapport avec un environnement humain, contextuel, la guerre en Ukraine, etc. C'est l'émotion est vraiment un langage qui nous parle de notre existence au sein d'un contexte. Il ne s'agit pas d'être notre existence juste moi. Non, mon existence dans un contexte, comment je suis en rapport avec le contexte, comment je m'y place, comment je m'y situe, comment j'y bouge, comment j'y pense, et que l'émotion, c'est ça qu'elle raconte. D'accord. Donc, ce sont des façons d'entrer, on va dire, dans cette curiosité. Et puis, il y a cette richesse aujourd'hui culturelle qui nous donne de plus en plus à entendre comment fonctionne, et ça, évidemment, c'est ma passion, comment fonctionne ce système. D'accord. Donc, moi, si je résume un peu là ce que j'ai compris, donc l'émotion, donc, elle est un message, et si elle n'est pas entendue par l'individu, il peut donc se passer ce que
ce qu'on peut appeler des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre va faire qu'un organe va parler en dysfonctionnant, il va y avoir une rupture d'équilibre. Donc, j'ai envie de dire, finalement, ce qui nous confronte à nous-mêmes, souvent, c'est la souffrance. C'est ça. Et c'est souvent un certain niveau de peine qui va nous faire dire, mais là, c'est assez, qu'est-ce que je peux faire pour... qu'est-ce qui se joue en moi? Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que profondément, nous cherchons naturellement un état d'équilibre. Mais quand cet état d'équilibre est contraint par une pression à fuir la situation ou une pression à la contrôler, ce désir d'équilibre, il est, comment dirais-je, empoisonné en quelque sorte par certaines habitudes comportementales et qui ont évidemment des effets jusque dans le déséquilibre organique. Et donc, dans votre livre, alors, je pense que c'est pour expliquer, donc c'est c'est à visée un peu pédagogique. Donc, vous parlez du cerveau corps et du cerveau esprit. Et dans la dernière partie de votre bouquin, là, du bon usage des émotions, c'est marrant parce que vous expliquez que ces mécanismes de défense qui sont là pour nous faire exister, nous faire survivre, nous dire ben là, il faut que tu réagisses comme ça. Nous, on va mettre en place des mécanismes de défense contre nos propres mécanismes qui sont là censés nous défendre. Donc, c'est ce que vous dites. Enfin, moi, du coup, on va chercher à comprendre, à exister, à se sécuriser, mais la plupart du temps, on va dire de façon standard, on réagit mal à ces signaux. Est-ce que c'est uniquement culturel? Est-ce que c'est purement individuel? Est-ce que c'est un peu des deux? Et moi, finalement, ma question, c'est quelle est notre part de libre arbitre et comment on peut agir là-dessus, en fait? Alors, effectivement, j'ai emprunté, et avec beaucoup de reconnaissance, la terminologie de cerveau-corps, cerveau-esprit à Lionel Nakache, qui est un neurologue. Un neurologue. Pareil, Voilà. Et donc, il nous donne à voir par des techniques de la biologie comment nous sommes des êtres hybrides, cerveau-corps, cerveau-esprit. Et comment dirais-je, la façon dont nous pouvons, dont nous voyons, pardon, réagir à nos réactions, c'est de ça dont vous parlez. C'est-à-dire, c'est plutôt que d'entendre, d'oser, d'avoir le courage d'entendre le message structurel et incarné, nous employons notre énergie à contrôler notre système de contrôle, vérifier que nous sommes en sécurité dans un espèce de puissant fond. Et donc, faute de connaître, faute d'oser rencontrer sa propre corporéité, toute notre énergie ou beaucoup de notre énergie mentale cherche à éviter ou contrôler des manifestations qui sont des manifestations intelligentes dans la racine même du processus. Est-ce que c'est corporel? Est-ce que c'est culturel? Évidemment, ce sont les deux, parce que les deux sont hybrides, c'est bien ensemble. Et donc, comment dirais-je, la culture, évidemment, s'empare de ce phénomène. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous cherchons à cohabiter avec notre propre processus qu'on pourrait qualifier animal. C'est souvent ce qui est d'ailleurs dit. C'est à l'époque du Moyen-Âge, il y avait le carnaval, c'était des journées qui étaient consacrées à se lâcher complètement et à manifester d'une façon explosive, on va dire. C'est très bien expliqué dans le livre. Voilà, des États qui là n'étaient enfin plus réprimés ni par la police ni par quoi que ce soit, et donc il y avait des changements d'identité, il y avait des manifestations de joie, d'ivresse, etc. Chez les Romains, c'était les bacchanales, etc. Il y a toujours eu dans nos sociétés
des façons de, alors pas d'empêcher, mais d'essayer de donner un espace pour ces manifestations et leur caractère débridé. Puis une fois que c'était fait, tout le monde rentrait chez soi. Il y avait quelques effets secondaires, mais grosso modo, ça allait. Et donc, dans notre société actuelle, alors il n'y a plus ces temps consacrés. Les rituels sont d'ailleurs très, comment dire, j'allais presque dire considérés comme dépassés, ce qui est bien dommage, parce que l'homme est un être de rituel. Et il y a au contraire, il y a une culture à la fois de la psychologie, c'est-à-dire connaissez-vous vous-même, hein, et à la fois de quand même une culture de la performance. Et est considéré comme quelqu'un de performant une personne, y compris un enfant, ce qui est une aberration, parce que l'enfant n'a absolument pas le cerveau pour ça, qui est censé gérer ses émotions. C'est le terme qui est apparu il y a 20-30 ans, comme si l'émotion était un portefeuille d'action. Donc évidemment qu'il y a là une dérive dans l'usage que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce que signifie l'émotion. Et évidemment, quand on dit si on ne gère pas ses émotions, ça peut être n'importe quoi, des crises d'angoisse. Non, l'angoisse, elle dit juste que nous n'avons pas écouté le message. L'agressivité dit que nous n'avons pas écouté le message identitaire qui est contenu dans la colère. Et donc, c'est faire un mauvais procès à l'émotion que de vouloir absolument que les personnes déposent, c'était ce qui était dit il y a quelques années encore, quand on rentre dans son lieu de travail, on est censé déposer ses émotions à la sortie. Non. Donc, notre culture, oui, favorise ça. Et nous avons aussi à l'intérieur de notre cerveau-corps la possibilité de court-circuiter et d'éviter ce qui fait trouble. Et donc, rencontrer son trouble corporel et la façon dont l'émotion vient se nicher dans une poitrine serrée, dans une tête en étau, dans les jambes qui flageolent, dans un nœud dans le ventre, aller rencontrer cette sensorialité qui nous dit quelque chose de notre être humain corporel, si on peut l'éviter, on va chercher à l'éviter. Et donc, entre c'est comme de vouloir faire le vide en méditation. C'est non, en méditation, précisément, ce qu'on fait, c'est on fait le plein de ces manifestations sensorielles, déplaisantes, on pourrait dire, par rapport à l'idée que nous nous faisons d'une harmonie totale. Mais si l'harmonie totale existait, il y a longtemps que... d'ailleurs, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'effectivement, notre société est organisée et il n'y a pas des gens extérieurs à la société. C'est collectivement, depuis 50 ans, nous sommes organisés pour arriver à échapper à nos émotions, contrôler nos émotions, traiter la dépression comme si la dépression ne disait pas quelque chose de la recherche de sens. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les événements extérieurs font craquer un petit peu tout ça. Et là où moi, je cherche vraiment à intervenir, c'est nous avons la possibilité d'entrer en rapport avec nos émotions d'une façon saine et d'y apprendre véritablement. Et nous pouvons apprendre. Et ça, c'est vraiment un point qui, pour moi, est un sujet essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des formations. C'est apprendre à entrer en rapport avec ses émotions dans leur intelligence. Il ne s'agit pas d'être, parce que je sais qu'il existe l'intelligence émotionnelle, moi je préfère dire l'intelligence des émotions, ce n'est pas du tout la même chose. L'émotion est intelligence, l'émotion est porteuse d'une intelligence, à nous de l'écouter et à nous de regarder comment nos habitudes comportementales répondent à un désir d'existence, mais que nous pouvons faire mieux que d'en rester à nos habitudes défensives. D'accord. Alors, c'est comment? Après, dans le livre, vous parlez également, donc je reste un peu sur la réalité, on va dire biologique de l'émotion. Vous citez pareil, un auteur que j'ai dans ma bibliothèque, Antonio Damasio, qui est aussi neurologue et qui lui parle des marqueurs neuronaux, des traces neuronales, oui, des marqueurs somatiques, pardon, c'est ça, que laisse en fait l'expérience émotionnelle dans le corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça un petit peu?
Alors, Damasio comme Nakash, d'ailleurs, évoque effectivement quelque chose qui nous est commun, qui est notre capacité mémorielle. Et la mémoire, ce n'est pas juste de pouvoir se souvenir des bons ou des mauvais souvenirs, qui d'ailleurs sont constamment remaniés dans le temps, réactualisés, fictionnés, etc. Il raconte combien le corps, donc le cerveau-corps, va garder la trace, mais une trace organique de certaines situations qui ont vocation à répondre à l'existence. Évidemment, celle qui est la plus évidente, qui a été beaucoup travaillée, ce sont les conditions de naissance d'un nouveau-né, qui, même si la mère peut en toute sincérité dire que c'est le plus beau jour de sa vie, ça a été merveilleux, etc., ce dont il n'y a absolument pas à douter, ayant 4 enfants, je peux le dire aussi, il n'empêche que pour l'enfant, la naissance peut être, et souvent est, un véritable traumatisme. Cette expérience traumatique de survie va se marquer naturellement comme modèle émotionnel pour l'enfant. Quand il y a eu une naissance très longue, quand il y a eu forceps, quand il y a eu césarienne, quand il y a eu voilà, donc plein de situations, et même, j'ai envie de dire, quand ça s'est plutôt bien passé, mais rapidement, donc ça laisse un peu moins de traces, cette information est conservée dans le corps comme à surtout ne pas reproduire. C'est-à-dire que c'est un mécanisme naturel qui, évidemment, non seulement concerne la vie intra-utérine, la naissance, mais aussi ces premières années de la vie dans lesquelles le cerveau est particulièrement apte pour conserver des informations qui vont modéliser le rapport que nous avons avec le milieu extérieur en cherchant naturellement et intelligemment à persévérer dans son existence. C'est une phrase de Spinoza, cette idée de persévérer, de conserver, de persévérer dans son existence par des moyens défensifs, en évitant, contrôlant, maîtrisant, en se soumettant, etc. Parce que tant que ça permet de prolonger l'existence, c'est bon à prendre. Donc, ce qui se passe, c'est ce phénomène de mémoire, et que le phénomène de mémoire qui laisse des traces, c'est la mémoire existentielle, c'est-à-dire celle qui a trait à la persévérance de notre existence, de notre vie, de notre intégrité, et que c'est ça que nous allons prioriser comme boussole pour agir, avec des souvenirs qui vont au-delà de 3 ans, parce qu'en dessous de 3 ans, 2-3 ans, il n'y a pas de souvenirs, comment dirais-je, que nous puissions raconter et conscientiser, mais il y a des souvenirs. J'aime bien ce mot souvenir, parce qu'il y a quelque chose qui est en dessous, dans souvenir, ça vient en dessous, et qui sont effectivement tracés, c'est-à-dire qu'il y avait de véritables informations dans ce cerveau-corps, et qui orientent nos choix, qui orientent notre représentation du monde, et à nous d'être conscients de ce phénomène, de nous l'accorder à nous-mêmes, c'est-à-dire de dire bah oui, ok, je suis fait de ça, je suis ça aussi, et donc je ne peux pas l'effacer. Ce sont des traces mémorielles qui orientent mon être et mes choix du côté de certaines actions, et que ça se fait indépendamment de ma volonté. Et c'est un énorme travail déjà que d'accepter cette réalité biologique qui est la nôtre, tellement nous sommes nourris idéalement de c'est l'esprit qui a tout pouvoir. J'ai aucun doute que l'esprit a du pouvoir, évidemment, mais tout pouvoir, non. C'est tant que ce pouvoir se fait en décalage avec ces informations, ces traces mémorielles, cette boussole intérieure orientée du côté de l'existence, quand notre esprit est en décalage avec cette intention, nous pouvons en tomber malades. Donc, l'esprit n'est pas tout. L'esprit est à sa force, le corps a sa force, et ce que nous pouvons faire,
c'est accepter cette hybridation, accepter cette réalité corporelle qui est la nôtre, et mieux nous l'acceptons, plus nous nous en émerveillons tous les matins en nous remerciant d'être ce que nous sommes et qui nous sommes, plus nous pouvons aborder les situations, y compris les plus complexes, dans un état d'esprit, du coup, qui est un état d'esprit d'attention, de curiosité, d'imagination, de créativité. Et là, effectivement, en apprenant ce qui se joue intérieurement, nous favorisons ce qu'on appelle souvent le champ des possibles, c'est-à-dire nous favorisons un état d'ouverture aux possibilités d'action en plus des habitudes. Il ne s'agit pas, c'est très difficile de supprimer une habitude, on le sait tous. Ce que nous pouvons faire, c'est ajouter des attitudes qui vont petit à petit remplacer certaines habitudes qui aboutissent toujours au même endroit. C'est fait d'ailleurs pour ça, une habitude. Et donc, la logique émotionnelle, la compréhension de ce processus émotionnel est à chaque fois une invitation à dire « Ok, j'ai bien compris, le sens de la vie, c'est ça. Jusqu'à présent, je m'y suis pris de cette façon. Sensoriellement, de toute façon, je n'ai pas le choix parce que je suis un corps, avec tout ce que cette dynamique corporelle me donne comme contrainte et comme invariant. Et c'est en connaissant ce processus que je peux devenir plus inventive, plus créatrice dans l'esprit, justement, orienté par cette boussole intérieure. Ce que vous venez de dire, c'est très agréable. Moi, je trouve que c'est très porteur d'espoir. Je pense aux auditeurs qui vont nous écouter et qui sont comme nous des êtres humains et qui doivent sûrement être pris dans ces torrents et parfois ces tempêtes émotionnelles. Moi, j'aimerais vous demander, du coup, là actuellement, donc, vous êtes, comment dire, pour finalement une éducation à comprendre l'intelligence finalement des émotions dans notre besoin d'existence. Et quels conseils vous auriez à donner aux personnes qui vont nous écouter et qui sont sous le coup de leurs émotions finalement qu'est-ce que vous les inviteriez à faire là à notre époque actuellement? Alors, comme l'époque, il y a une accélération du changement, on va dire. Et donc, du coup, la posture, l'attitude éducative est évidemment encore plus importante puisque nous avons à répondre à ces transformations qui sont d'actualité. Elles ne sont pas devant nous, nous y sommes déjà dans ces transformations. Et donc, un peu comme ce qu'on dit dans les avions, c'est-à-dire s'il y a une dépressurisation, le premier geste que fait l'adulte, c'est déjà de se mettre son masque à gaz, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, Ouais, truc pour respirer là. Dans un deuxième temps, une fois que l'adulte respire, il met le plus vite possible le même objet pour que l'enfant qui est à côté puisse respirer. Et donc, la première chose, c'est une invitation pour les parents déjà à travers des ouvrages, à travers une réflexion, à travers un groupe de parole, à travers des stages, à travers la découverte de ce qu'est réellement l'émotion et ce que notre association à l'Institut de logique émotionnelle cherche vraiment à transmettre, c'est déjà commencer par vous outiller mieux, qui fait que vous regarderez l'élève, l'enfant et vous-même comme non pas en identifiant l'élève comme paresseux, incapable, mais comme un enfant qui aspire à étudier, parce que ça c'est dans la nature humaine, pas forcément étudier le cours de physique d'aujourd'hui, mais un élan vers l'étude, parce que être hybride, ça veut dire un être qui aspire à la cognition. Et donc, c'est déjà de se regarder, de regarder et de nous regarder ensemble comme tous inspirés par ce désir, cet élan de vie, et que les manifestations émotionnelles traduisent cet élan
à travers des habitudes et des comportements qui peuvent paraître paradoxaux, c'est-à-dire que moins l'élève étudie, plus il est en échec, plus il est en échec, plus il est malheureux, moins il étudie. Non, on pourrait dire, bah, non, ça ne marche pas. Si l'adulte arrive à voir que l'enfant, en cessant d'apprendre, dit quelque chose de son désir de sens, à ce moment-là, oui, il est possible d'aller le rencontrer. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, puis alors un troisième. Le deuxième point, c'est apprendre à écouter. Ça a l'air, j'ai envie d'enfoncer une porte ouverte, mais quand j'écoute les personnes en entretien et qui me disent « non, mais moi, je sais écouter », et donc, voilà, j'essaie d'en entendre un peu plus. Non, la personne, elle sait prendre ce que dit l'autre et immédiatement conseiller, la plupart du temps. Non, mais je sais. Et donc, c'est, bah, écoutez, c'est pas ça. Donc, le deuxième point absolument fondamental, c'est apprendre aux éducateurs, apprendre aux parents, apprendre aux managers, apprendre à écouter, j'ai envie de dire, pour de vrai. Et écouter pour de vrai, c'est aussi pouvoir écouter l'émotion, non pas dans un registre psychologique, mais dans un registre d'élan de vie. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, j'ai envie de dire que le troisième point, me semble-t-il, est directement en rapport avec les deux précédents, c'est apprendre, j'insiste sur ce point, à créer de la coopération. Et ça, on peut toujours le raconter, le dire, etc. Ça s'éduque. Ça s'apprend. Ouais, vraiment, ça s'apprend. Vous venez de dire écouter. Écouter, c'est actif parce que faire l'expérience de l'écoute, et c'est pour ça, je pense que les gens réagissent, c'est pour se couper, c'est parce que écouter, ça fait ressentir des choses. Ça met en mouvement des choses à l'intérieur de nous. Et des fois, des choses. Et je pense que des fois, des choses qu'on ne soupçonnait même pas, et qu'on a envie de contrôler, je pense que finalement, voilà. Et pour écouter, il faut déjà avoir conscience qu'effectivement, il se passe des choses à l'intérieur et de l'accepter et de se dire c'est un travail. L'écoute, c'est vraiment un travail pour celui qui écoute. S'il est honnête sur l'expérience d'écoute, ça fait. Il se passe des choses en nous quand on écoute. C'est ça. C'est-à-dire ce que vous mettez là en valeur, c'est que nous sommes inévitablement des êtres en résonance les uns avec les autres. Et vous avez tout à fait raison, écouter, moi je dis volontiers que écouter est un risque. Le risque, c'est d'être touché, comme on dit, c'est-à-dire de vibrer en résonance avec ce qui est dit, pas simplement parce qu'on serait critiqué, je ne sais pas quoi, mais simplement parce que la personne dit quelque chose d'elle en tant qu'être humain et que cette parole, pas simplement cette parole, mais les traits du visage, les mouvements du corps, évidemment, résonnent en nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes des éponges, ça veut dire que nous sommes des êtres en résonance les uns avec les autres. Et donc, coopérer dans des situations qui sont, j'entendais ce matin qu'on parle de la crise, mais en fait, nous sommes en crise depuis très longtemps. Et donc, ces situations nécessitent de découvrir un sens de coopération dans lequel l'individualité ne disparaît pas, mais se met en dynamique avec les individualités des uns et des autres jusqu'à faire groupe. Et que ce soit le groupe familial, que ce soit le groupe autour d'un jardin potager partagé, que ce soit le groupe associatif, en France, il y a des milliers d'associations et c'est formidable. Donc, il y a la possibilité comme ça de travailler, mais j'ai envie de dire d'être travaillé dans son être ensemble et dans ce rapport justement de résonance les uns avec les autres. Et il me semble que entre le déni et les discours alarmistes par rapport à l'évolution du vivant, pas simplement de la Terre, hein, mais l'évolution du vivant, cette connaissance-là s'impose pour devenir plus inventif, plus créatif dans le rapport que nous avons les uns avec les autres, dans le rapport que nous avons avec le vivant, mais parce que nous sommes vivants.
Et donc, c'est pas qu'est-ce qu'on fait pour le vivant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour soi vivant en rapport avec le vivant. Et nous ne sommes pas en dehors, nous ne sommes pas assimilés complètement comme si on était tous pareils. Il y a de l'individualité, il y a de l'échange, et que nous sommes extrêmement doués pour ça, si nous voulons bien nous rappeler l'être vivant que nous sommes, et donc l'être biologique. Après tout, la biologie, c'est le langage, le vivant, le logos, bios, de la vie. Donc là, on est chez les Grecs, et la biologie, c'est pas simplement c'est pas la physiologie qui décrirait les phénomènes chimiques et physiques. Bien sûr que ça s'imprègne là-dedans, mais la biologie, c'est l'intermédiaire avec la psychologie. C'est-à-dire que c'est comme ça que se manifeste le vivant en soi, à la fois sur le plan individuel, corporel, et hybride sur le plan culturel, qui est une donnée essentielle pour créer de la vie. Très bien, merci pour ces paroles. Je voulais aussi dire un petit point. Donc, comme on est dans l'étymologie, moi, crise, c'est un mot qui pourrait me faire peur, m'alarmer, me mettre en tension. Et quand on fait l'étymologie du mot, ça vient du grec crisis, qui veut dire changement. Alors, changement de quoi? Je pense qu'on est à l'aune effectivement d'un changement de paradigme où des méthodes, et notamment la vôtre, la méthode de la logique émotionnelle, qui permet d'essayer d'aller comprendre, de saisir finalement l'intelligence qui fait qu'un être vivant, un être humain est ce qu'il est, avec ses émotions, etc., lui permettent, en se comprenant davantage, d'être mieux avec lui-même, d'être ensuite en lien et en lien de façon adaptée avec les autres, que ce soit tous les êtres vivants, et pour qu'ils soient aussi ensuite, du coup, adaptés effectivement à l'environnement et au monde. Donc, moi, j'ai été content en tout cas d'échanger avec vous, Catherine. Je voudrais juste rappeler que notre support aujourd'hui, ça a été d'échange, ça a été votre livre, Ma Bible des émotions, que vous avez coécrit avec votre fille. Moi, je suis plein d'espoir et je suis content de vous avoir écouté parce que ça a fait écho en moi, en tout cas, ça a beaucoup résonné. Merci Donc voilà, beaucoup, merci. Charles. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup.